Bonjour, je suis le professeur Mohamed Ziani. Dans cette vidéo, on va voir un exercice sur la matrice d'une application linéaire où on fait le point sur la formule de changement de base. Donc, pour cela, on va considérer un endomorphisme de A3, ça veut dire une application linéaire de A3 vers A3, et donc qui prend un vecteur de A3 et nous donne un vecteur de A3. Très bien. La première question, on vous demande de démontrer que f est un endomorphisme. Donc, je vais rappeler la définition ici, répondre à la première question. On a f, il est défini de E vers E, avec E égale à R3. De plus, il faudra démontrer que f est linéaire. Ça veut dire, il faut démontrer que quel que soit U égale à X, Y, Z dans A3, quel que soit V égale à X', Y', Z' dans 3, quel que soit lambda dans R, il faudra démontrer que f de U plus V égale à f de U plus f de V et f de lambda U égale à lambda f de U. Et ça, c'est facile à démontrer. Je vais vous laisser le soin pour le faire. Et donc, pour dire que f est un endomorphisme, donc f, il est défini de E vers E, et il faut rajouter que f est linéaire. Il n'est pas suffisant de dire que f est défini de E vers E pour dire que f est un endomorphisme. Et donc, puisque f est défini de E dans E, et on vérifie facilement que f est linéaire, alors f est un endomorphisme de. Très bien. Je reviens à la deuxième question. Dans la deuxième question, on vous demande de trouver la matrice A de f dans la base canonique B0 de R3. C'est quoi la base canonique de R0? C'est E1, E2, O3. Avec E1, c'est 1, 0, 0. E2, c'est 0, 1, 0. Et O3, c'est 0, 0 et 1. Très bien. Et donc, A, c'est la matrice de f dans B0. Ça veut dire on va exprimer les images de B0 dans B0. Ça veut dire ici, vous allez exprimer les images de B0 qui sont f E1, f E2 et f E3. Qu'on va exprimer dans E1, E2, O3. N'oubliez pas que E1, E2, O3, c'est la base canonique. Et donc, pour cela, il faut calculer f de 1, qui est f de 1, 0, 0. Ça veut dire il faudra remplacer x par 1, y par 0 et z par 0. Il va vous donner le vecteur 1, 2 et 1. Et ça veut dire, puisque 1 ou 2 ou 3 c'est la base canonique, il va rester seulement 1 E1,
plus 2 E2 plus 1 E3. Ça veut dire, dans la première colonne, on a les coordonnées de f de 1 dans la base canonique. Ça veut dire qu'il suffit de mettre 1, 2 et 1. La même chose pour FE2, désolé. Donc FE2, c'est f de 0, 1, 0. Il faut remplacer x par 0, y par 1 et z par 0. Et vous allez trouver, c'est le vecteur moins 1, 1 et 2. Et ça va vous donner moins 1, E1, plus 1, E2, plus 2, E3. Pourquoi? Parce que E1, E2, E3, c'est la base canonique. Et donc, on va mettre dans la deuxième colonne, moins 1, 1 et 2. Et la même chose, f de O3 sera f de 0, 0, 1. Et ça va vous donner le vecteur moins 1, 2 et 3. Et ça, c'est moins 1, E1, plus 2, E2, plus 3, E3. Et donc, on va mettre tout simplement ici moins 1, 2 et 3. Et donc, vous avez bien trouvé la matrice de F dans la base canonique de R3. Très bien. Donc, on revient maintenant à la troisième question. Dans la troisième question, on cherche de déterminer le noyau, l'image de F, et donner une base de chacun de ces deux sous-espaces vectoriels. Et après, il faudra vérifier est-ce que le noyau de F et l'image de F sont supplémentaires dans R3. Ça veut dire, est-ce que la somme directe nous donne R3? Ok. Donc, je vais commencer par le noyau. Je rappelle que F, il est défini de R3 vers R3. Et donc, par définition, le noyau de F, c'est l'ensemble des vecteurs U qui ont 3 composantes. Ça veut dire qui sont dans l'espace de départ, parce que le noyau est un sous-espace vectoriel de l'espace de départ. Ça veut dire, on va mettre ici dans R3, tel que f de U égale à 0 de l'espace dérivé. Donc, on va mettre aussi 0 de R3. Et donc, je vais essayer d'écrire le noyau sous la forme de vecteur de quelque chose. Donc, pour cela, je vais prendre un vecteur arbitraire dans le cœur de f. Ça signifie que f de U égale à 0 de R3 qui est égal à 0, 0 et 0. Ça veut dire quoi ça? Donc on revient à la définition de R. Donc c'est quoi f de U? C'est x moins y moins z. Ensuite, vous avez 2x plus y plus 2z. Et vous avez x plus 2y plus 3z égale à 0, 0, 0. Donc, vous avez un vecteur égal à un vecteur. Et donc, ceci va donner lieu à un système linéaire. C'est x moins y moins z égale à 0. 2x plus y plus 2z égale à 0. Et x plus 2y plus 3z égale à 0. Donc, c'est un système linéaire qu'on va résoudre par la méthode de Gauss. Donc, je vais garder la première ligne et après, je vais éliminer x dans la deuxième ligne et la troisième ligne. Pour cela, par exemple, vous pouvez mettre L2 reçoit L2 moins 2L1 et vous pouvez faire L3 reçoit L3 moins L1. Donc, il va vous donner ici 3y parce que c'est y moins 2y, 3y. Et il va vous donner ici 4z parce que 2z moins 2z, c'est 4z, c'est 0. Et vous avez la même chose ici, 3y plus 4z égale à 0. Donc, vous avez la même équation qui se répète.
Donc, on peut éliminer la troisième. Qu'est-ce qu'elle va rester? Elle va rester seulement, donc ici, bien sûr, on va s'arrêter. On ne peut pas continuer Gauss parce que la forme est déjà échelonnée ou elle est sous forme triangulaire. Donc, dans ce stade-là, on va poser la question. Vous avez combien d'équations? Vous avez 3 et vous avez deux équations et 3 variables. Donc, on fait la différence. Donc, ça veut dire qu'on a un paramètre. Ça veut dire à droite, vous aurez une seule variable. Par exemple, je vais exprimer z en fonction de y. J'ai choisi y comme paramètre. Ça va vous donner moins 3 quatrième y. Et dans la première, vous avez x, c'est y plus z. Ça va vous dire c'est 1 quatrième y. Et il ne faut pas décrire que y est un paramètre. Très bien. Maintenant, je reviens à mon vecteur U que j'ai pris dans le noyau. Donc, qu'est-ce qu'il va devenir ce vecteur-là? Il va devenir 1 quatrième y moins 3 sur 4y. Que je peux écrire aussi 4y. Je vais factoriser par y pour éliminer les fréquences, les fractions. Il va rester 1, 4 et moins 3. Avec y et dans par exemple, je peux appeler ça comme U1 et ça comme alpha. Et donc, ce que vous avez remarqué, on a pris U arbitraire dans le noyau et on a trouvé que U s'écrit comme combinaison linéaire de U1. Et donc, tous les vecteurs de noyau sont combinaisons linéaires de U1. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, tout simplement, que le cœur de F, c'est le vecteur de quoi? De U1. Et là, j'ai bien déterminé le noyau. Donc, c'est le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur U1. Regardez ici, U1, il est différent de 0. Donc, il constitue une famille libre. Donc, on peut dire que U1 est une base de cœur de F et de plus, la dimension du noyau égale à 1 parce que vous avez une base qui contient un seul vecteur. Pourquoi U1 est une base de noyau? Parce qu'il est déjà une famille génératrice et il constitue une famille libre parce qu'il est différent de 0. Donc, on a bien déterminé le noyau. Je passe maintenant à l'image de F. Donc, puisque F est défini de R3 vers R3 et je sais que R3 c'est le vecteur de quoi? De E1, E2 au 3, parce que E1 au 3 c'est la base canonique de A3. En particulier, c'est une famille génératrice. Et vous avez F est un endomorphisme de A3. Il est linéaire de A3 vers A3. Donc, si vous prenez ça, ça va nous donner que l'image de F, c'est le vecteur de quoi? De F E1, F E2 et F E3. Très bien. Il suffit de calculer maintenant FE1, FE2, FE3, mais on a déjà calculé ça et sont exactement les colonnes de la matrice A. C'est quoi FE1? On avait trouvé 1, 2, 1, que je vais noter oméga 1 par exemple. Et on avait trouvé FE2, c'est la deuxième colonne de A. C'est moins 1, 2 et moins 1, 1 ici et 2, que je vais noter oméga 2. Et F au 3, c'est moins 1, 2 et 3 que je vais noter oméga 3. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image de F devient le vecteur de oméga 1, oméga 2 et oméga 3. Maintenant, je cherche une base de l'image de F. Donc, vous avez oméga 1, oméga 2, oméga 3 est une famille génératrice parce que
vous avez l'image de f, c'est le vecteur de oméga 1, oméga 2, oméga 3. Est-ce que oméga 1, oméga 2, oméga 3 est une base de l'image? La réponse est non. Pourquoi? Parce que d'après le théorème du rond, on sait que la dimension de l'image de f, qui est le rond de f, égale à la dimension de l'espace de départ qui est à 3 moins la dimension de quart de f. Et ça égale à combien? Ça c'est 3 moins 1, parce qu'on avait trouvé déjà que la dimension de noyau égale à 1. Donc égale à 2. Ça veut dire, si on trouve une base de l'image, elle doit contenir exactement deux vecteurs. Or, on sait que toute famille génératrice contient une base. Donc, puisque oméga 1, oméga 2, oméga 3 est une famille génératrice de l'image, il contient nécessairement une base. Par exemple, si vous prenez oméga, par exemple, 2 ou oméga 1, oméga 2, est libre. Donc ça, c'est facile à démontrer. Il suffit de prendre alpha oméga 1 plus bêta oméga 2 égale à 0, et vous avez trouvé que alpha bêta égale à 0. Puisque oméga 1, oméga 2 est libre, donc ceci implique que oméga 1, oméga 2 est une base de l'image de f. Pourquoi? Parce que le cardinal de oméga 1, oméga 2, c'est 2, donc c'est la dimension de l'image. Et vous avez oméga 1, oméga 2 est libre. Donc, il constitue l'image de base. Il constitue une base de l'image. De plus, la dimension de l'image de f sera, on la connaît, égale à 2. Et de plus, je peux écrire tout simplement que l'image de f, c'est le vecteur de oméga 1, oméga 2. Parce qu'en fait, oméga 3, c'est une combinaison linéaire de oméga 1, oméga 2. Parce que la famille oméga 1, oméga 2, oméga 3, ça c'est une famille qui est liée. Car sinon, il va devenir une base de l'image et la dimension de l'image va devenir 3, ce qui est faux. Et donc, on a bien déterminé l'image de f et une base de l'image de f. Maintenant, on vous pose la question, est-ce que l'image de f et le noyau de f sont supplémentaires? Donc, on va le faire ici. La question maintenant, c'est de voir, est-ce que l'image de f et le quart de f sont supplémentaires dans A3. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on doit vérifier pour cela? On va voir, est-ce que l'image de f inter le quart de f égale à 0 de A3, de plus que la dimension, donc on doit vérifier deux choses, la dimension de l'image de f plus la dimension de quart de f égale à la dimension de A3. Donc, la deuxième condition est déjà vérifiée. Il suffit maintenant de voir est-ce que l'intersection est égale à 0. Et donc, pour cela, on va prendre un vecteur arbitraire dans l'intersection, donc soit U dans l'image de f inter le quart de f. Alors, U appartient à l'image de f. Et donc vous avez deux conditions. Et U appartient au quart de f. Ça veut dire quoi U appartient à l'image de f? Ça veut dire que U s'écrit comme combinaison linéaire de alpha oméga 1 plus bêta oméga 2. N'oubliez pas que l'image de f est engendrée par oméga 1, oméga 2. On vient de le démontrer.
il est là. Donc, on vient de démontrer que l'image de f, c'est le vecteur de oméga 1, oméga 2. OK? Et on a démontré que le kerr de f, c'est le vecteur de U1. Il est là. Donc, on va voir qu'on a le kerr de f, c'est le vecteur de U1. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, je peux écrire aussi U comme une combinaison linéaire de U1. Très bien. Donc, vous avez U égale à alpha oméga 1 plus bêta oméga 2 et U égale à gamma U1. Donc, ça va nous donner que alpha oméga 1 plus bêta oméga 2 égale à gamma U1. Autrement dit, vous avez alpha oméga 1 plus bêta oméga 2 moins gamma U1 égale à 0, 2, à 3, parce que les trois vecteurs U1, oméga 1 et oméga 2 sont dans A3. Et ceci va donner lieu à un système linéaire. Donc, vous aurez alpha moins bêta, moins bêta moins gamma égale à 0. Pour voir ça, bien sûr, vous devez rappeler la définition de oméga 1. Donc, vous avez oméga 1 égale à 1, 2, 1. Et vous avez oméga 2 égale à moins 1, 1, 2. Et vous avez U1 égale à 1, 4 et moins 3. Et donc, vous avez alpha oméga 1 plus bêta oméga 2 moins gamma oméga U1 égale à 0. Donc, ça va nous donner un système. Donc, vous avez 1 moins alpha moins bêta moins gamma égale à 0. Ensuite, vous avez 2 alpha plus bêta moins 4 gamma égale à 0. Et vous avez alpha plus 2 bêta plus 3 gamma égale à 0. Donc, je vais ici résoudre ce système linéaire par un de Gauss. Donc, je vais faire la ligne 2 reçoit la ligne 2 moins 2 la ligne 1. Et je vais faire la ligne 3. Donc, le but, c'est d'éliminer alpha ici, en fait. C'est alpha 3 et reçoit L3 moins L1. Donc, quel est le système que j'obtiens? Vous aurez alpha moins bêta moins gamma égale à 0. Et vous aurez 3 bêta moins 2 gamma égale à 0. Et vous aurez la même chose, 3 bêta plus 4 gamma égale à 0. Donc, j'ai encore une étape de Gauss parce que je dois maintenant éliminer le bêta dans la troisième ligne. Pour cela, on va faire la troisième ligne reçoit la troisième ligne moins la ligne 2. Donc, vous aurez alpha moins bêta moins gamma égale à 0. Et vous aurez 3 bêta moins 2 gamma égale à 0. Et vous aurez tout simplement 2 gamma égale à 0. Et donc, ceci implique quoi? Implique que gamma égale à 0. Si je remplace dans la deuxième ligne, j'obtiens que bêta égale à 0. Et si je remplace dans la première ligne, j'obtiens que alpha égale à 0. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Je reviens ici. Ou je reviens ici, comme vous voulez. Donc, vous avez U égale à alpha oméga 1 plus bêta oméga 2. Et il va devenir tout simplement 0 de A3. Parce que vous avez alpha fois oméga 1, c'est 0 fois oméga 1 plus 0. Et la même chose, vous avez U égale à 0 gamma U1. Ça va être 0 U1 qui est 0 de R3. Et donc, dans les deux cas, on a trouvé U égale à 0. Mais le U, il est arbitraire. On a pris U arbitrairement dans le noyau, l'intersection. Donc, regardez ici. Donc, soit U dans l'intersection, on a trouvé que U égale à 0. Et donc, tous les U dans l'intersection sont nuls. Donc, comment on va écrire ça? Donc,
quel que soit U dans l'image de F inter le quart de F, U égale à 0 de A. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'image de F inter le quart de F se réduit au singleton 0, 2, A. Et donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que l'intersection se réduit à 0. Et ensuite, que la dimension de l'image plus la dimension de noyau, c'est la dimension de R3. Donc, par conséquent, on a bien démontré que l'image de F et le noyau de F sont supplémentaires dans R3. Très bien. Maintenant, je reviens à la question 4. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la question 4? On vous donne 3 vecteurs, U égale à 1, 4 moins 3, V égale à 1, 1, 0, et W c'est 0, 1, 0. On vous demande de démontrer que U, V, W est une base B1 de E. Ça c'est facile à démontrer. Et donc pour cela, il suffit de démontrer que la famille est libre. Pourquoi? Parce que le cardinal de la famille, c'est la dimension d'espace. Dans la quatrième question, vous avez B1 égale à UV W avec U égale à 1, 4, moins 3. V, c'est 1, 0 et W, c'est quoi? C'est 0, 1 et 1. On vous demande de démontrer que B1 est une base de A3. La réponse est plus simple. Donc d'abord, vous avez le cardinal de B1, c'est 3. Donc, le cardinal, c'est le nombre de vecteurs. Ça, c'est la dimension de R3. Et il est facile de démontrer que B1 est libre. Donc ça, vous allez prendre alpha U plus bêta V plus gamma W égale à 0 et vous allez résoudre un système linéaire. Vous allez trouver que les coefficients sont nuls de la combinaison linéaire. Et donc, ceci implique tout simplement que B1 est une base de R1. Très bien. Maintenant, on passe à la cinquième question. Déterminer la matrice de passage de B0 à B1. Et après, on va calculer P moins 1. Ça, c'est facile à faire aussi. Donc, dans la cinquième question, on veut calculer la matrice de passage. C'est le passage de B0 à B1. Ça veut dire, on va exprimer les vecteurs de la base B1 dans B0. C'est quoi B1? C'est U. Et ici V et W. Que vous devez exprimer dans E1, E2, E3. Puisque ici 1, 4, moins 3. Donc automatiquement, ça c'est 1, E1, plus 4, E2, moins 3, E3. Pourquoi? Parce que E1, E2, E3, c'est la base canonique. De même, ça c'est 1, E1, plus 1, E2, plus 0, E3. Et ça c'est 0, E1, plus 1, E2, plus 1, E3. Donc il suffit d'écrire les vecteurs UV, W par colonne. Ce sera 1, 4, moins 3, et 1, 0, et 0, 1 et 1. On vous demande de calculer P moins 1. P moins 1, vous avez le choix en fait. Soit, par exemple, vous calculez P moins 1, c'est le passage B1, B0. Ça veut dire que vous allez exprimer B0 dans B1. Ou vous utilisez la méthode de Gauss-Jordan. Ou vous utilisez la méthode de la comatrice. C'est 1 sur déterminant de P. La comatrice
de P transposé. Donc, vous avez trois méthodes pour déterminer l'inverse de P. Moi, j'ai utilisé Gauss-Jordan et j'ai trouvé c'est 1 sixième moins 1 et moins 1, 7, moins 1, moins 3 et 3. Dans la sixième question, on vous demande de déterminer la matrice de F dans B. Très bien. Donc, on cherche dans la sixième question la matrice B qui est la matrice de F dans B. Ça veut dire on va exprimer les images de B1 dans B1. Ça veut dire quoi? Dans la première colonne, ça sera les coordonnées de F de U dans U, V, W. La même chose pour F de V et F de W. Pour cela, il faut calculer F de U. C'est quoi F de U? C'est F de 1, 4 et moins 3. Donc, il faut revenir à la définition de F. Ça veut dire qu'on va prendre X égale à 1, 4, Y égale à 4 et Z égale à moins 3. Ça égale à, c'est quoi X? C'est 1 moins 4 plus 3. Vous avez moins Z. Ensuite, vous avez 2 plus Y, c'est plus 4, plus 2Z, moins 6. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez X, c'est quoi X? C'est 1, plus 2Y, c'est plus 8, plus 3Z, c'est moins 9. Vous allez trouver, en fait, ici, c'est 0, 0, 0. Que vous devez exprimer dans la base UVW. En fait, c'est alpha U plus bêta V plus gamma. On va mettre ici 1, gamma 1 et W. Puisqu'ici, le vecteur c'est nul, ça veut dire qu'il suffit de prendre alpha 1 égale à 0 et bêta 1 égale à 0 et W1 égale à 0. Donc, je vais mettre ici 0, 0 et 0. Maintenant, on va calculer F de quoi? F de V. C'est quoi V? Le V, c'est 1, 1, 0. Donc, c'est F de 1, 1 et 0. Ça veut dire que X égale à 1, Y égale à 1 et Z égale à 0. Donc, ça va, on a, c'est 1, moins 1, moins 0. Ensuite, vous avez 2X, c'est 2 plus 1 plus 0, parce que vous avez 2Z. Et la troisième composante, c'est X, c'est 1, plus 2Y, c'est 2, et plus 3Z, c'est 0. Ça égale à combien? Ça égale à 1 moins 1, c'est 0. Ensuite, vous avez 3 et vous avez 3. Est-ce que je vais écrire ici 0, 3, 3? La réponse est non. Pourquoi? Parce que 0, 3, 3 sont les composants dans la base canonique. Donc, je dois effacer ça. Autrement dit, je dois écrire, ça c'est alpha de U, plus bêta de V, plus gamma de W. Et après, il faut résoudre un système linéaire pour trouver alpha 2, bêta 2 et gamma 2. Et vous mettez ici alpha 2, bêta 2 et gamma 2. La même chose pour f de, par exemple, f de V3, f de W. F de W, c'est f de quoi? C'est f de 0, 1, 1.
ça veut dire x égale à 0, y égale à 1 et z égale à 1. Ça va être x, c'est 0, moins 1, moins 1. C'est moins y, moins z. Vous avez 2x, c'est 0, plus y, plus 2z. Et vous avez ici x, c'est 0, plus 2y, c'est 2, plus 3z, c'est 3. Donc en fait, qui tout simplement, c'est moins 2, 3 et 5. Est-ce que je vais écrire ici moins 2, 3, 5? La réponse est non. Parce que moins 2, 3, 5 sont les coordonnées de f de w dans la base canonique. Ce n'est pas dans la base UVW. Donc ça, c'est à effacer. Ça, autrement dit, je dois trouver les coordonnées de FW dans la base UVW. Ça veut dire que je dois écrire ça, c'est alpha 3 U plus bêta 3 V plus gamma 3 W. Et après, je vais résoudre un système linéaire pour trouver ces trois coefficients et je vais mettre ici alpha 3, bêta 3, gamma 3. En fait, si on n'avait pas 0, 0, 0 dans le premier vecteur, on doit résoudre trois systèmes linéaires. Ce qui est long. Ok? Donc, comment je vais résoudre ça? Je vais utiliser la formule de changement de base, tout simplement. Ok? Donc, qu'est-ce que vous avez pour la formule de changement de base? On a f, il est défini de R3 dans R3. Ici, vous avez dans la première, l'espace de départ B0 et la base B1. Et là, vous avez B0 et vous avez B1. Et on avait déjà calculé A, qui est la matrice de F par rapport à B0. Et vous avez P, c'est la matrice de passage de B0 à B1. Et la même chose ici, vous avez P, c'est la matrice de passage de B0 à B1. Et maintenant, on cherche à calculer B, qui est la matrice de F par rapport à, relativement à B1. Qu'est-ce qu'il dit la formule de changement de base? Il vous dit que B égale à quoi? C'est P moins 1 A fois P. Et on a déjà calculé P moins 1 égale à 1 sixième. P moins 1 A fois B, c'est 1 sixième, moins 1, 1 et moins 1, 7, moins 1, 1, moins 3, 3 et 3. Fois A, donc A, je la connais déjà. Donc on a déjà calculé A. Dans la deuxième question, qui est 1, 2, 1, moins 1, 1 et 2, moins 1, 2 et 3, que je multiplie par la matrice P que j'ai calculée dans la question 5. C'est 1, 4 et moins 3. C'est 1, 1, 0, 0, 1 et 1. Donc ici, vous avez le produit de trois matrices. Vous pouvez par exemple faire la multiplication des deux premières matrices et vous multipliez le résultat par la troisième matrice. Vous allez trouver exactement cette matrice-là. Vous allez trouver ici 0, 0, 0, 0, 0, 3 et 0, moins 2 et 5. En fait, maintenant, vous pouvez déduire les coefficients des images que j'avais écrites ici. Ça veut dire quoi ça? En fait, on a calculé ici, qu'est-ce que vous avez dans la première question? Vous avez f de U et f de V et f de W. Autrement dit, maintenant, vous pouvez déduire que f de U, c'est 0U
plus 0v plus 0w. Et vous pouvez déduire que f de v, c'est 0u plus 0v plus 3w. Comme je peux déduire que f de w, c'est 0u moins 2v plus 5w. En fait, la formule de changement de base nous a aidé à éviter de résoudre 3 systèmes linéaires. Donc, on a trouvé automatiquement la matrice sans calculer les coefficients de chaque image qui sont f de u, f de v, f de w dans la base uv et w. Ok? Donc, on a bien terminé cet exercice. Je vous souhaite bon courage et à une nouvelle vidéo.